comment vous parler de Hugo après je vais essayer. Donc, vous vous souvenez sans doute que le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte a donc fait un coup d'État et a pris le pouvoir en France, 3 ans après qu'il n'ait en fait juré respect et fidélité à la Constitution en tant que président de la République, président des Français. Hugo fait partie des gens qui ont essayé de résister à ce coup d'État. Il est obligé de quitter la France. Il a risqué physiquement d'ailleurs sa vie, il faut bien le dire. Et il vit alors en exil. 9 mois après, il nous fait paraître un essai un livre qui s'appelle Napoléon le Petit, qui retrace l'histoire du coup d'État et qui parle aussi de la personnalité de Louis-Napoléon Bonaparte, qui traite donc de Napoléon le Petit par rapport à son oncle qui était Napoléon Ier, supposément le Grand. Et donc quand Napoléon le Petit sort, les œuvres de Hugo sont interdites bien entendu sur le territoire, et donc ces nouvelles publications comme ça arrivent par des voies détournées, par des envois clandestins. Mais enfin ça se répand quand même assez bien, il a pas mal de relais, il est très connu. Et quand Napoléon le Petit arrive dans les mains de Louise Collet, qui est une intellectuelle, qui est une des plus importantes opposantes libérales au Second Empire restées en France, qui tient un salon d'opposition, ce qui était aussi très risqué. Louise Collet écrit ceci quand elle reçoit Napoléon le Petit. Elle passe toute une journée à lire le livre, qui est assez gros déjà. Elle écrit ceci dans ses papiers personnels: « Le livre d'Hugo m'a vraiment remué. J'ai retrouvé là, toute bouillante, notre indignation des jours de décembre. » Il y a de quoi, effectivement, être remué par Napoléon le Petit quand vous lisez ce livre-là. Encore aujourd'hui, moi, ça me remue beaucoup. Il y a des pages, vraiment, qui sont très, très enlevées. Ce n'est pas, cependant, à mes yeux, vraiment, en tout cas, sûrement pas de part en part, un livre d'indignation. C'est plutôt un acte d'accusation, vraiment, documenté en plus, parcouru d'un intense frisson de colère. Il y a cependant des bouts qui, effectivement, peuvent rappeler, comme ressent Louise Collet, l'indignation, et des bouts où Hugo travaille à rendre, finalement, une indignation historique et politique. C'est notamment dans l'Incipit du Napoléon le Petit que ça se trouve, où là, justement, il rappelle en détail la séance où Napoléon Bonaparte prête serment à la Constitution de la République. Et il prête donc serment à une série d'articles qui disent des choses comme nous garantissons la liberté d'association, les représentants du peuple sont inviolables, on ne peut pas les arrêter n'importe comment, et on ne peut pas les tuer n'importe comment non plus. Autre chose encore, il est dit dans la Constitution qu'on ne peut pas non plus dissoudre arbitrairement l'Assemblée nationale comme ça, ça peut être dissous par le prince comme ça un matin qui se réveille, qui se dit bon, j'abolis cette institution-là. Ça équivaut à un crime de haute trahison. Or, Hugo dit, il retrace tout ça en détail, retournons au document d'époque, il dit bon voilà, le 2 décembre, jour du coup d'État, une affiche est placardée dans Paris qui restreint la liberté d'expression et la liberté d'association, c'est très clair. Deuxièmement, qui refuse aussi dorénavant la liberté de la presse. Et troisièmement, pendant la nuit même du coup d'État, une quinzaine de représentants ont déjà été arrêtés et il y a déjà eu toute une série d'arrestations et au moins de blessés. Au bout du compte, d'ailleurs, il y aura à peu près 30 000 arrestations, ce qui est énorme, dont 80% sur Paris, ce qui est encore plus énorme, et il y aura à peu près 3 000 morts, ce qui fait que j'ai un peu de mal, moi, depuis 15 ans, à voir disons, la personnalité de Louis-Napoléon Bonaparte, disons, redorée en France par des historiens comme Jean Tullard, d'ailleurs, qui me dépasse. Dans tous les bouquins, d'ailleurs, où on restaure la mémoire de Louis-Napoléon Bonaparte, la première chose qu'on fait, c'est de descendre Victor Hugo. C'est assez typique. Et l'une des choses les plus dégoûtantes qui soit, c'est que la place de Roubaix, qui était la place juste à côté de la gare du Nord, a été rebaptisée place Napoléon III, aujourd'hui, à Paris. Bref,
Hugo retrace donc ça, ce parjure de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, et de là naît vraiment alors ce sentiment d'indignation. Autrement dit, ici, mettant en évidence le parjure, la trahison, s'appuyant aussi sur des faits concrets et vérifiables, Hugo fait de l'indignation politique un trauma moral issu d'une rupture objective d'un contrat, et ceci étant un contrat social. Cette rupture de contrat défiant à la fois l'esprit et le cœur ensemble, dire que l'indignation est une seule émotion quand on parle d'indignation politique, c'est faire erreur totalement. Il y en a un lien établi entre la raison et le cœur, c'est-à-dire entre d'une part la conscience de ce qui serait juste et qui peut prouver, et d'autre part la confiance placée dans les institutions. Le reste du texte, par contre, est plus large, c'est grosso modo un assassinat avec charge, même si souvent c'est très très documenté, avec des prouesses rhétoriques admirables, le sens de l'antithèse de Hugo est à son meilleur. C'est d'ailleurs ce qui a, à mon avis, qui le rapproche le plus, ce texte-là, de notre thème ici de l'indignation politique. C'est l'analyse que Hugo peut faire de ce que j'appelle, moi, dans mes textes, en faisant allusion à un autre Victor, Klemperer, qui parlera, lui, de la gangue du Troisième Reich en ces termes. Donc, dans mes textes, j'appelle ça la LSI, c'est-à-dire la Lingua Secundi Imperii, la langue du Second Empire. Et donc là, Hugo décortique les paradoxes épouvantables du bonapartisme qui est en train de se mettre en place. Ce sont des paradoxes qui sont destinés à rafistoler la personnalité médiocre de Louis-Napoléon Bonaparte, à la rafistoler de telle sorte qu'il puisse entrer dans la grande légende napoléonienne. Donc par exemple, la propagande bonapartiste va faire dire à l'empereur je suis sorti de la légalité pour entrer dans le droit. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez, vous êtes en train de vous faire entuber par la propagande. Hugo va aussi étudier un peu ça, je reprends le mot de Bertrand tout à l'heure, les détournements de mots auxquels la propagande bonapartiste a recours, notamment le mot sauveur. Ainsi donc, Louis-Napoléon Bonaparte va être présenté comme le sauveur de la nation, c'est-à-dire que si la nation, comme quoi un argument du futur est employé à peu près par tout le monde, et donc le sauveur de la nation, s'il n'avait pas fait son coup d'État, la France allait vers le chaos inévitablement. Pourquoi et de qui donc sauve-t-il la France? En fait, il ne la sauve pas seulement dans la propagande de ses adversaires, il la sauve d'elle-même. Et là, peut-être ça rejoint le virilisme dont parlait Gemma tout à l'heure, dans l'accusation politique comme ça, notamment du côté des gens d'extrême droite ou de droite, il y a souvent cette image qu'il faut sauver un peuple de lui-même, parce que ce peuple agit finalement comme une femme qui serait, selon les topoi les plus éculés, qui serait versatile, qui ne serait que de nature, qui n'aurait pas de raison. Donc deux choses à retenir pour moi dans Napoléon Petit par rapport à l'indignation politique, ce trauma moral issu d'une rupture de contrat social avec alliance de l'esprit et du cœur, et le combat, la nécessité, pour exprimer cette indignation politique, d'un combat contre les représentations et contre un langage qui est en train donc de dévoyer la réalité. En tout cela, dans tout cet essai, cependant, tout ce pamphlet, comme vous voudrez, Hugo fait une véritable fixation sur Louis-Napoléon Bonaparte. Ça s'appelle Napoléon le Petit, donc la charge revient toujours, même quand il fait des analyses de langue, il revient toujours à cet immonde personnage, etc. etc. C'est ce que d'ailleurs Karl Marx va reprocher violemment à Hugo. Disons que Marx, franchement, beaucoup de traits de Hugo lui insupportaient incroyablement. Mais là, pour le coup, Marx voit qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait un livre avant lui sur Napoléon Bonaparte, et donc Napoléon Bonaparte, et donc il est un petit peu plus sec que d'habitude, il va gratter l'os, je vais dire, en disant ceci: il accuse somme toute Hugo d'avoir cédé sans savoir et par naïveté à une sorte de culte de la personnalité par antiphrase. Voici ce qu'a écrit Marx. Victor Hugo se borne dans des invectives amères et spirituelles contre le responsable en chef du coup d'État. Sous sa plume, l'événement lui-même apparaît tel un éclair dans un ciel serein, et il décèle que l'action violente d'un seul individu. Il ne s'aperçoit pas qu'il grandit cet individu au lieu de le rapetisser, en lui attribuant un pouvoir d'initiative personnelle
il n'a pas son pareil dans l'histoire universelle. Un peu plus loin, Karl Marx va dire que pour cette raison-là, le livre de Hugo ne dépassera jamais la circonstance, qu'il ne sera jamais plus lu. Bon, je crois qu'on lit beaucoup plus aujourd'hui Napoléon le Petit que le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte que Marx, mis à part en Russie, disons peut-être. Et donc, pour Marx, ce ne sont pas des personnalités qui font l'histoire, ce sont donc des intérêts divergents des groupes et des classes d'appartenance, vous connaissez la chose, et c'est ça qui a permis le coup d'État. Il analyse, disons, les atermoiements des modérés, des réformistes, montrant que par leur inaction, il analyse aussi, disons, les erreurs qu'ont faites les chefs de la Révolution de 1848, disant le prolétariat en France, décidément, n'a pas vraiment une conscience de classe et ses chefs sont des aventuriers et non pas des organisateurs convenables. Tout ça mis ensemble fait qu'il y a, disons, une sorte de force latente qui a conduit à la possibilité et à la réussite du coup d'État. Et Marx termine en disant, voilà, les réformistes ont été bêtes, les chefs du prolétariat ont été nuls. Résultat, nos héros Krapulinski fait son entrée aux Tuileries comme sauveur de la société, entre guillemets. Voilà, bon, Marx étant mort, il est facile de le contredire, donc je vais me permettre une critique de la critique de Marx, en disant que, bon, oui, c'est sûr, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, la fixation de Hugo sur la personnalité de l'autre est peut-être un peu trop trop évidente, mais je crois qu'il y a des choses aussi que Marx ne voit pas en étant comme cela. Et il ne les voit pas parce que je crois qu'il n'est pas conscient que et lui et Hugo fonctionnent et lisent l'histoire en fait à partir de deux modèles littéraires tout à fait différents, qui sont deux modèles théâtraux. Marx, en effet, lorsque vous lisez ce qu'il écrit, sa leçon de l'histoire et sa version du coup d'État est fortement inspirée de la tragédie shakespearienne. C'est d'ailleurs étonnant de voir à quel nombre de fois il cite Shakespeare dans cet ouvrage-là. Et on est vraiment dans une tragédie dans la mesure où il décrit un fatum, c'est une fatalité qui va se réaliser, et où il y a comme cela, en dessous de la conscience des agents, des forces occultes qui les manipulent et dont ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont pris eux-mêmes dans une sorte d'aliénation historique dont on se demande bien d'ailleurs comment quelqu'un ne pourrait nous y échapper si ce n'est vraiment a posteriori. On est dans un cas un peu d'Hamlet, si vous voulez, hein, c'est vraiment la même chose. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, mais personne ne le voit, c'est sous la table que ça se passe. Chez Hugo, le modèle théâtral est très différent, le modèle qui crée pour moi vraiment le texte. Le modèle théâtral est celui du drame et du mélodrame. D'où d'ailleurs la thèse de Hugo, qui est le premier à l'imposer. Tocqueville va faire la même chose un peu plus tard. Ces deux-là voient très bien le côté théâtral du Second Empire, c'est-à-dire le fait que c'est la répétition d'une pièce. Hein, le coup d'État même, c'est le 18 Brumaire, qui est répété. Le coup d'État de Napoléon Ier est répété par son neveu. Et faisant cela, et partant, disons aussi, d'une sorte d'instinct d'écrivain, un instinct fort travaillé, hein, c'est un instinct paradoxal. Hugo travaille son instinct d'écrivain tous les jours de 5h du matin à midi, ce qui est quand même imposant comme créateur. Donc c'est quelque chose de brillant et de fort, c'est un athlète du style. Hugo fait apparaître deux choses. Il fait apparaître l'importance du nom. Simplement le nom les deux noms d'ailleurs, il avait de la chance, il s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, alors que Napoléon lui-même a dû taper en dessous de la table son Bonaparte. Tandis que lui a pu utiliser les deux noms et essayer même sur ces deux noms de faire valoir à la fois l'héritage révolutionnaire que portait Bonaparte et la grandeur de l'Empire que portait Napoléon. Et Hugo voit très bien comment la propagande utilise ce nom de façon comme un signifiant politique, si vous voulez. Tout ce qui compte dans ce nom-là, en fait, ce sont ses connotations, c'est pas ce que ça désigne, c'est pas l'individu que ça désigne. Et donc là, il y a une poéticité de la nomination. Hugo voit aussi très bien comment la médiatisation des symboles et des représentations est organisée de façon finalement très, il faut bien le dire, très performante, très efficace par l'empereur, par Napoléon III, celui qui va le devenir, et par ses complices. D'où, par exemple, toute cette flopée de mesures faites pour relancer les haines et réinscrire les haines de Napoléon un peu partout sur les monuments, dans les affiches, et partout où on peut.
cette façon aussi de mettre en scène des parades militaires au bon moment, cette façon de lâcher des aigles dans Paris lorsqu'il va y avoir par exemple un vote ou une assemblée importante, et avec parfois des failles. D'ailleurs, il y a un des aigles à un moment donné qui est un peu malade, il s'est accroché quelque part à Notre-Dame et il a fallu le remplacer d'urgence. Donc il y a là toute une sémiologie qui est mise en scène, une sémiologie d'occupation de la ville, dont Hugo voit très bien qu'elle en est finalement une efficacité scénographique. C'est pour ça que je parle de théâtre. Bon. Partant de là, maintenant, je me dis aussi, mais est-ce que c'est le seul endroit dans Napoléon le Petit où on trouve vraiment de l'indignation politique? Non, et justement, peut-être à cause de cette perception très forte que Hugo a de ce que le coup d'État est une affaire mélodramatique, une sorte de drame de second ordre même, il ne peut pas aller ne pas aller très haut, si vous voulez, dans l'exploitation de l'indignation politique. Hormis dans l'incipit, comme je vous l'ai dit tantôt, hormis dans l'analyse de langage, dans le reste du texte, il décrit finalement une médiocrité, et lui-même n'en revient pas que la médiocrité ait autant triomphé. Par contre, dans Les Misérables, c'est là qu'il y a vraiment une sorte de théorie de l'indignation politique, théorie entre guillemets. Il y a d'abord une chose, c'est que le terme indignation même, comme toujours chez Hugo, quand il est attentif à un motif, le terme indignation ou indigné va être disséminé à peu près partout dans le roman, en sorte que vous avez une série d'indignations pittoresques, qui ne renvoient pas du tout à l'indignation politique. Chez Hugo, je vois d'anciens d'ailleurs, d'anciens étudiants qui suivaient mon cours là-dessus en bac à l'UDM, on avait un certain plaisir à retrouver ça un peu partout, c'est-à-dire que chez Hugo, vous avez toujours d'une part une version extraordinairement haute d'un motif et en contrepartie une version incroyablement basse. Mais ce n'est pas simplement pour faire une antithèse, comme dit dans la Garde des Michards, non, c'est pour ouvrir en fait les plaies d'une représentation au plus fort afin de pouvoir installer une série de degrés et de pouvoir comme ça parcourir tout un spectre d'une représentation. C'est comme ça qu'il se représente finalement le monde et c'est là-dessus qu'il fait son esthétique. Or, l'indignation politique, elle est la forme la plus haute pour nous dans Les Misérables. Et il y a trois finalement personnages, je crois, qui sont majeurs pour cela. Valjean d'abord. Valjean, il y a une scène qui montre vraiment son indignation. C'est une scène capitale et c'est pas le Valjean que vous verrez au cinéma. On ne montre jamais Valjean dans cette scène-là. Il est seul, il s'assied quelque part et il commence à penser. Valjean est un héros pensif, comme disait une critique. Il commence à penser, il revient sur sa vie et il est en train de confronter finalement la faute qu'il a commise, voler d'un pain en fracassant une vitre, donc c'est un vol avec effraction. Il vole ce pain pour donner à manger à cinq enfants de sa sœur. Et à cause de ce vol, il va finalement faire 19 ans de bac. Là, je vous épargne une argumentation interne, mais il y a peu à peu, au milieu de sa réflexion, il y a à la fois de l'esprit et il y a à la fois du cœur. Et à un moment donné, il va donc se sentir indigné. Hugo va écrire ceci. Il jugea la société et il la condamna à sa haine. Cependant, Valjean, s'il condamne la société à sa haine, ne va pas se transformer en Mesrine, pas du tout. Il va au contraire avoir tout le temps une sorte de domination de sa propre haine. Il a reçu un message de bonté, qu'on peut très bien lire comme étant un message de réformisme social, d'ailleurs, c'est quelque chose, mais que soit. Et le narrateur va bien décrire que l'indignation de Valjean ne devient pas n'importe quoi. Je cite un nouveau passage, un passage intéressant. La colère peut être forte et absurde, on peut être irrité à tort, on est indigné que lorsqu'on a raison au fond par quelque côté. Jean Valjean se sentait indigné. Et s'il ne va pas vers la haine, s'il ne se laisse pas vers la colère, c'est aussi parce qu'il se sait vaincu. Dans tout ce passage-là, le mot vaincu revient à plusieurs reprises pour indiquer que Valjean a conscience qu'il pourrait même haïr la société tant qu'il veut. Cela ne servirait vraiment pas à grand-chose dans la mesure où il serait du côté, finalement, des gens il est du côté des vaincus, il pourrait donc aussi en mourir. Donc chez Valjean, vous avez ceci, l'indignation politique est une émotion blanche qui corrige la tentation de la colère,
Et cela suppose la perception très claire d'être vaincu par l'ordre social. Deuxième personnage où il y a une indignation politique forte, Fantine. Fantine, c'est la mère de la petite Cosette. Elle a donc, pour ceux qui n'ont pas lu Les Misérables ou qui ne s'en souviennent pas trop bien, Fantine donc, a eu un enfant, le gars est parti, elle est fille-mère, ce qui est terrible au 19e, elle est donc bannie, proscrite, houspillée, etc. Elle va être obligée, pour travailler, de placer sa fille chez des aubergistes qui se révèlent être des salauds et des escrocs, et elle va aller travailler dans une usine de textile, de verroterie, pardon. Là-bas, elle va essayer tant bien que mal de gagner sa vie pour payer les escrocs, les aubergistes, qui demandent toujours de plus en plus d'argent. Elle ne peut pas les payer, elle va finir par vendre ses cheveux, par vendre ses 2 dents de devant, qu'elle avait très jolies, paraît-il, et finir par vendre tout ce qui lui reste, c'est-à-dire son corps, et devenir prostituée. Un jour qu'elle se promène là en plein hiver à Paris et qu'elle fait le trottoir, il y a un de ses clients, un bourgeois, qui est M. Bamatabois, qui sort, qui prend de la neige et qui lui met cette neige dans la robe, ici, dans le dos, alors que le lecteur est d'autant plus ému et scandalisé qu'il sait que Fantine est déjà atteinte de tuberculose ou de phtisie, que sais-je, qu'elle va en mourir. Donc elle reçoit cette neige-là, elle se rebelle directement, elle saute aux yeux du bourgeois, et là elle se fait arrêter par un inspecteur qui n'a vu que la deuxième moitié de la scène, qui est l'inspecteur Javert. Et c'est là, devant Javert, au commissariat, que Fantine va avoir, comme cela, une sorte de grand discours, et qui est, à mes yeux, une trace donc d'indignation politique. Là aussi, en permanence dans ce discours-là, elle se présente comme vaincue. Et donc, d'ailleurs, on ne demande au départ à l'inspecteur qu'une sorte de pitié, rien d'autre. Elle se raconte cependant sa vie. Et là, il y a un appui sur la vie concrète et intime, et c'est le seul moment d'ailleurs où on a vraiment accès à ces sentiments dans le roman. Et là, je dirais qu'elle décrit un personnage qui n'a aucun recours, qui est dans une solitude sociale absolue, et elle n'a aucun recours ni familial, ni institutionnel, ni social. En clair, dans la logique de la sociologie de Durkheim, elle aurait dû se suicider. Quand elle a vu sa fille, elle ne suicide pas. Et puis surtout, la chose la plus importante et la plus moderne, la plus contemporaine pour moi, dans l'indignation de Fantine, devant l'inspecteur, elle n'arrête pas de dire qu'elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu social, elle a travaillé, elle a essayé de s'inscrire dans un atelier, elle a essayé de gagner sa vie, elle a essayé d'élever son enfant, elle a donc joué le jeu parfait de l'honnêteté, et tout ça, ce que ça lui vaut, c'est finalement d'être condamné. En même temps qu'il parle de Fantine, le texte juste avant, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, de la part de l'écrivain, le texte juste avant va dire ce que c'est que le contraire dialectique de l'indignation. Alors, le contraire de l'indignation, c'est pas la colère, c'est pas non plus, je ne sais pas, moi, le calme, l'anesthésie. Non, le contraire de l'indignation dans le texte hugolien est identifié comme étant la résignation. Et la résignation, disons, désirée par l'ordre social. Il est important que Fantine se sente résignée. Il est important pour un ordre social que la résignation soit, disons, entourée d'une sorte d'aura sympathique. C'est le rôle au XIXe siècle de l'Église catholique de faire en sorte que la résignation soit comme ça, entourée d'une sorte d'aura sympathique. Tout ça est bien beau, mais il y a un troisième personnage. Donc, dans mon titre, je vais imiter pasticher Jacques Brel, il y a Feuilly. Ah, Feuilly. Oui. Feuilly fait partie de cette galaxie incroyable de personnages des Misérables. C'est une encyclopédie narrative. Les Misérables, c'est une encyclopédie de récits de vie, de récits de groupe, de récits aussi, de macro-récits, de grands récits de légitimation. Il y a à un moment donné l'histoire de Feuilly. Ça tient en un grand paragraphe dans le roman. Feuilly est un ouvrier éventailliste qui ne parvient plus à gagner sa vie et qui est réduit à la misère. Il fait partie des amis de l'ABC, donc lui n'est pas seul, il est dans un groupe de révolutionnaires qui fait une insurrection, qui tourne très mal, mais ce qu'il y a de bien, c'est que justement à l'intérieur de ce groupe-là, il est le seul justement qui soit rattaché à une indignation historique ou politique. Et ce qu'il y a de fascinant chez lui,
c'est deux choses que je trouve aussi extrêmement intéressantes pour les thématiques de l'aliénation aujourd'hui, telles que j'ai pu en prendre connaissance dans divers livres, à l'occasion d'un texte qui va paraître à l'automne dans la revue Spirale, un texte donc, que j'ai remis récemment et qui a été accepté. Deux choses chez Feuilly rattachent, je dirais, les indignés des misérables de l'indignation aujourd'hui des types qui se trouvaient par exemple à la Puerta del Sol à Madrid. Premièrement, la connaissance et l'étude. C'est ce que dit le texte. Feuilly avait appris l'histoire exprès pour s'indigner en toute connaissance de cause. J'adore ça. Et donc Feuilly va étudier une série de cas historiques comme ça à travers l'histoire pour arriver à dire, mais enfin, voilà, il y a des raisons de s'indigner dans ces exemples-là. Il va rapporter ça ensuite à son état présent en mesurant les différences. Cette connaissance historique lui permet d'avoir une sorte de vérité, si vous voulez, en tout cas de position de débat intéressante. Et le vrai dans l'indignation, pour Feuilly, le vrai dans l'indignation, il n'y a pas de plus souveraine éloquence, en sorte qu'il était éloquent de cette éloquence-là. Deuxième trait, qui est trait, je crois, qui fait des Misérables sur ce plan-là à mes yeux une sorte de réserve d'avenir pour mes revendications actuelles, c'est que Feuilly a l'intelligence au sein du groupe de l'ABC de s'intéresser au dehors. Les autres sont tous branchés sur la situation française. Donc, il s'intéresse à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, à la Grèce, à toute une série de viols historiques. Rappelez-vous, c'est la Turquie sur la Grèce, la Russie sur Varsovie, l'Autriche sur Venise. Et le pire des viols historiques, c'est 1772, c'est-à-dire le partage de la Pologne par la Prusse, par la Russie et par l'Autriche, qui est une saloperie immonde. Hein, je veux dire, les guerres du XXe siècle, si on les remonte un petit peu, elles vont jusque-là, très souvent. Et donc là, ce que constate Feuilly, c'est que ce n'est pas important, quand on éprouve cette indignation politique, de se dire qu'on va réussir, je ne sais pas, à changer le monde, c'est pas tellement ça. C'est de se dire que peut-être la protestation du droit contre le fait, c'est-à-dire la protestation du droit contre le viol, peut-être que cette protestation-là peut persister à jamais. Si Feuilly était ici, je dirais, vous savez, la Pologne ne va pas si mal pour le moment par rapport à cette époque-là.